Je vous souhaite la bienvenue donc pour ce webinaire qui porte sur le retour d'une expérimentation euh, au sujet de l'arrosage de grumes de sapin et d'épicéas. Donc, c'est un travail qui a été mené par le Centre de ressources Séribois, qui va nous être présenté pendant 3/4 d'heure, 1 heure, qui a pu se faire grâce à l'appui financier de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la DRAF. Et donc, on va procéder par un développement des résultats obtenus donc, par Séribois et puis un temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions par écrit dans la partie conversation si vous avez peur de les oublier. Et puis on les prendra quand la présentation sera plutôt terminée. Donc je laisse la parole à Paul Gobert de Séribois. Je te laisserai allumer ton micro, Paul. Voilà. Merci. Merci Anaïs pour cette intro. Donc je vais essayer d'être assez concis parce qu'on a pas mal de choses à voir sur cette présentation. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Paul Gobert, chargé de projet à Séribois. Séribois, on est une structure, un bureau d'études situé à Valence dans la Drôme et on intervient dans l'accompagnement des acteurs de la filière bois. Donc on a plusieurs métiers au sein de Séribois. On a une partie vraiment études, on a plusieurs chargés de projet qui viennent justement répondre à des problématiques, que ce soit de la conception du produit à la réflexion autour des processus de transformation du bois. On a une partie plutôt laboratoire d'essai où on a des bancs d'essai et auxquels on vient justement tester des produits principalement du bâtiment pour vérifier leurs critères techniques, leurs caractéristiques et pour notamment les normer aussi. Et on a une partie formation, on accompagne les entreprises dans le marquage CE ou encore des formations comme les formations PEFC pour obtenir la certification. Donc là, dans le cadre de ce webinaire, moi, je vais intervenir sur une étude qu'on a menée et qui est financée par la région Auvergne-Rhône-Alpes et le service forêt-bois de la DRAF Auvergne-Rhône-Alpes. Et cette étude, elle concerne justement l'expérimentation sur la conservation par aspersion des gommes. Excuse-moi, Paul, j'ai oublié de préciser en introduction que ces travaux sur la conservation par aspersion ont commencé par un état de l'art qui a été réalisé il y a 1 an et demi et mis à disposition des professionnels, voilà, suite à des remontées d'informations dans notre région. Je vais revenir dessus, je vais redonner le contexte justement pour voir où on en est et c'est en effet, tu as raison, ça fait office d'une seconde étape. Alors, du coup, vous voyez bien, donc voilà, le contexte, comme tu l'évoquais, Anaïs, cette étude, elle a commencé en fin 2022, où l'hiver 2022 a été marqué par des sécheresses assez importantes, des ressources en eau très, très faibles, les nappes phréatiques étaient plutôt basses, notamment du côté de l'Isère. Et suite à cette sécheresse hivernale, en mars 2023, les autorités compétentes ont décidé d'interpeller les scieurs qui pratiquaient la conservation par aspersion pour justement les alerter sur le fait que l'eau, la ressource en eau qu'ils utilisaient était assez importante et qu'il fallait mettre en place des pratiques d'économie d'eau. Donc suite à ça, les scieurs ont interpellé Séribois, l'Isère, la Drôme, on n'est pas très loin, donc ils se sont tournés directement vers nous et ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on peut faire à ce sujet. On leur avait parlé de éventuellement mettre en place une étude pour pouvoir faire en sorte de réduire la consommation en eau. Donc, dans un premier temps, on a fait un état des lieux de ce qui existait en ce qui concerne la conservation. On s'est rendu compte que suite à des interviews et à l'état de l'art, il y avait justement des pratiques très hétérogènes, que certaines régions avant avaient déjà eu des restrictions en eau et qu'ils avaient du coup développé des pratiques. Donc, ce qui a fait l'office de cette première partie, en juillet 2023, ça a été la rédaction d'un rapport de préconisation sur ce qu'aujourd'hui existait en pratique et ce qui était en mesure de faire en sorte de réduire la consommation en eau de la pratique. Donc ce rapport, il a été présenté par un webinaire en fin juin et aussi une réunion plénière qu'on avait fait auprès des scieurs de l'Isère. Suite à ce rapport de préconisation, il y avait quand même des questions qui étaient restées en suspens
Et c'est ce qui fait l'office du coup de la deuxième partie, c'est de réaliser une phase d'expérimentation justement sur la conservation en eau. On va voir ça maintenant. Cette phase, elle est sur un modèle réduit. Donc d'abord, oui, je vais vous refaire un rappel parce que vous n'avez pas forcément tous en tête ce qu'est la méthode de conservation par aspersion. C'est une technique qui a été importée des États-Unis dans les années 1970, qui a pour avantage de repousser les agents de dégradation tels que les champignons ou les insectes. Elle se réalise principalement sur les résineux, mais on en trouve aussi, on utilise aussi cette technique sur le hêtre et sur le chêne. Et comme je le disais précédemment, du coup, cette pratique, les méthodes utilisées sont assez hétérogènes. Dans certains cas, on recycle l'eau, dans l'autre, on ne le fait pas. On a aussi des arrosages où on arrose en continu et d'autres, on arrose par alternance. Donc l'avantage de cette technique par rapport aux autres, c'est qu'elle permet de maintenir un stock assez important, notamment en hiver lorsque les terrains sont impraticables. La ressource est conservée sur un temps plus ou moins long, de quelques mois à plusieurs années, notamment dans le cas où on peut avoir des tempêtes et la ressource en bois, le volume est important et on permet de conserver ce stock. Et en plus de ça, c'est que c'est une méthode qui est quand même assez pratique du fait que pour récupérer les bois, c'est assez facile. On n'a pas besoin de développer d'autres techniques. Il suffit juste d'utiliser, de les prendre avec un gremier. Les seuls points faibles qu'on a aujourd'hui, c'est que ça consomme beaucoup d'eau. Dans le cadre d'un arrosage sur 10 000 mètres cubes de bois, un arrosage continu, on a à peu près 200 000 mètres cubes d'eau utilisée sur une année. Donc c'est quand même un point qui est assez important, notamment du fait que dans peu de temps, on sait que la ressource en eau va s'amoindrir. Donc cette technique, elle repose sur plusieurs critères de réussite qui ont été plus ou moins démontrés, et on va voir qu'après on va essayer de mettre un peu plus de critères scientifiques derrière ces critères de réussite. Donc principalement, c'est de maintenir une humidité importante du bois, supérieure à 100% pour les résineux ou 80% pour les feuillus. Les bois doivent être sains et frais. Les arrêts d'arrosage sont possibles, que l'écorce joue un rôle barrière, que l'arrosage est efficace uniquement lorsque les températures moyennes journalières sont supérieures à 10 degrés, et que bien sûr, pour que ça marche, il faut à la fois que les faces et la surface des piles soient arrosées. C'est d'ailleurs un critère qui avait été évoqué dans le rapport de préconisation. Donc, sauf que ces critères, ils posent pas mal de questions, notamment sur l'humidité interne des bois. Est-ce qu'il s'agit de quelle partie du bois s'agit-il? De l'aubier, du duramen? Les bois doivent être sains et frais, c'est-à-dire est-ce que les bois c'est praticable sur des bois secs comme l'épicéa? On m'a beaucoup posé cette question lors de mes travaux. Est-ce qu'il est possible de conserver des bois scolités sous arrosage? Donc on va revenir dessus justement, et l'expérimentation a pour objectif de montrer ça. Donc pour ce faire, on a instrumentalisé 4 piles de bois. C'est une expérimentation à taille réduite. Donc vous avez en photo juste en dessous l'expérimentation qui était attenant à nos locaux. Vous avez en partant de gauche à droite une pile d'épicéa, une pile de sapin, et de nouveau une pile d'épicéa et une pile de sapin. Et l'ensemble de ces piles sont arrosées par 4 asperceurs. 2 asperceurs pour les 2 piles. On va voir après, en fait, 2 piles forment un lot parce qu'on va appliquer des paramètres d'arrosage différents entre ces piles. Ces paramètres d'arrosage, ça va être pour 2 piles un arrosage de 20 minutes et un arrêt de 40 minutes. Et sauf pour le second lot, donc les 2 dernières piles, où justement on va arrêter d'arroser la nuit et voir si ça a un impact sur la conservation des bois. Pour vous expliquer un peu sur une frise chronologique, l'expérimentation, on a reçu les bois fin mai 2024 en 2 fois. On a eu aussi un autre lot en début juin. Nous avons arrosé les bois jusqu'au 30 octobre. Nous avons modifié légèrement l'arrosage dans les périodes les plus chaudes, où on est passé de 20 minutes d'arrosage à 30 minutes d'arrosage.
Et on a tout au long de cette expérimentation prélevé de la matière pour justement connaître et suivre la teneur en eau des bois. On reviendra dessus juste après. En début janvier, on a scié les bois et en avril, après avoir été séchés, on a réalisé des essais mécaniques pour vérifier les propriétés mécaniques des bois. Donc pour prélever la matière, la méthode a été la suivante. À l'aide d'une terrière de Pressler, on a prélevé des carottes de 30 cm dans 8 tronçons préidentifiés au début de l'expérimentation. Donc vous avez 2 tronçons par lot, comme le représente le graphique. Chaque tronçon font plus ou moins 1 mètre et dans lequel, une fois par semaine, on est venu prélever la matière à l'aide de cette terrière de Pressler. Les carottes prélevées faisaient environ 30 cm et on a décidé de les découper en morceaux de 3 cm pour justement représenter la variation au sein de la carotte et au sein du bois. La teneur en eau, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet justement de connaître la masse d'eau contenue dans le bois. Donc elle est calculée de la manière suivante. C'est la méthode de dessiccation. Donc en gros, on pèse les bois, les échantillons à l'état vert, on les sèche dans une étuve à 105 degrés. Et puis on fait le rapport de la masse verte moins la masse anhydre multiplié par 100 qui nous donne la teneur en eau du bois. On a aussi comparé les résultats avec les données météorologiques. On s'est basé sur une station située à 11 km de Météo France qui nous donnait justement tous les pluviométries et la température moyenne journalière. Donc là, je vous représente une des figures obtenues. Il y en a plusieurs dans le rapport que vous aurez à la fin de ce webinaire. Mais voici une des figures déjà qu'on peut commenter. Elle a la particularité de retracer la moyenne et la pluviométrie sur l'ensemble de l'expérimentation en fonction de la teneur en eau des bois, des carottes prélevées. Donc on a différencié l'aubier du ramen par la mesure de la masse volumique. L'aubier, ça représente à peu près les 9 premiers centimètres de l'écorce. Vous avez donc ces 3 graphiques représentant la teneur en eau et dans un premier temps, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des fluctuations, mais qu'on reste en moyenne aux alentours de la teneur en eau lorsque les bois sont arrivés sur la parcelle. Ça, c'est important parce que dans l'étude, on s'était posé la question de vérifier que les conditions météorologiques influencent le bois et voir si on pouvait justement contrôler par rapport aux conditions météorologiques l'arrosage des bois. En fin de compte, on se rend compte que même quand on a des pics de pluviométrie assez importantes et des températures qui baissent, il est difficile de corréler une certaine évaluation de la teneur en eau du fait qu'il y a sûrement une grande inertie dans le bois et que ça devient c'est pratiquement impossible de dire si le bois reprend ou non l'humidité. Et si on compare maintenant l'aubier et du ramen, ce qui est intéressant, on a fait cette distinction pour justement observer cette teneur en eau de ces valeurs de 100% pour le résineux, qui sont des conditions des critères de réussite dans l'expérimentation. On se rend compte que les 100% sont obtenus quasiment exclusivement dans l'aubier, alors que le duramen est beaucoup plus sec. Hop. Donc voilà, ça c'est ce que je vous ai répété juste à l'instant. Ensuite, une fois les bois donc conservés sous arrosage, on a procédé au sciage à la scierie blanc. Donc pour ce faire, on a voulu suivre les bois. Donc les 8 grumes préidentifiés ont été découpés sur chariot de billonnage en 2 ou 3 morceaux en général, des billons de 4 à 5 mètres. On a justement coloré par un code couleur défini les billons, leur position pour pouvoir après ressortir les bois et voir si ça avait une influence, s'il s'agissait du haut du bas de la grume ou du haut de la grume.
On a aussi, du coup, les produits qui ont été faits, ça a été du 70-180 et on a pu en extraire une partie pour ensuite nos essais mécaniques, dans lesquels on reviendra dans un second temps. Donc déjà, à premier abord, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on n'avait pas on avait une très bonne conservation des bois. Il y avait très peu de signes de dégradation, excepté pour quelques bois, mais qui possédaient déjà un cœur pourri. D'où le principe de conserver l'arrosage, de conserver des bois sains et frais sous arrosage. Si vous avez des bois pourris, vous n'allez pas forcément améliorer leur qualité, voire ça va continuer à se dégrader dans le temps. Et un autre constat qu'on a observé, par contre, après sciage des bois, et ils ont été stockés un certain temps avant d'être séchés, et on a eu justement l'apparition assez rapide d'agents de bleuissement, notamment sur le sapin, qui font que les bois, par rapport aux bois verts, sont plus sensibles à l'apparition de bleuissement. Donc ça, l'hypothèse émise, c'est que même si le sapin et l'épicéa sont considérés comme des bois peu durables, il y a sûrement des extractibles qui ont été lavés, lessivés par le process d'aspersion, et que du coup, suite au sillage, on a l'apparition de ces agents de bleuissement. Une autre partie qu'on a fait aussi pour voir, pour confirmer ou non s'il était judicieux d'arrêter l'arrosage en dessous des 10 degrés, ça a été de prélever des rondelles dans les tronçons restés et de cette fois-ci faire la teneur en eau, mais sur l'ensemble de la rondelle, donc dans le diamètre complet, en passant par la moelle, bien sûr. Donc on a déligné les rondelles. Vous avez là la superposition des barreaux qui ont été prélevés et des échantillons qui ont été réalisés pour justement connaître la teneur en eau. Donc pareil, hein, la teneur en eau a été connue par la méthode de dessiccation avec une pesée à l'état vert puis une pesée à l'état anhydre. Et ce qu'on observe c'est que pour le sapin, on a des teneurs en eau qui se rapprochent de ce qu'on a obtenu, donc c'est-à-dire avec des valeurs assez élevées aux alentours des aubiers. Vous avez les graphiques juste ici, et bien sûr le point là en abscisse, ça représente la moelle du bois. Donc en général, on a quand même une partie du ramen qui est beaucoup plus sèche. Par contre, pour l'épicéa, on a 3 échantillons qui présentent l'inverse, c'est-à-dire une teneur en eau beaucoup plus élevée en leur centre. Il s'agit de l'échantillon A, F et E. Et pour 2 de ces échantillons, donc A et F, ce sont des bois qui possédaient un cœur pourri. Donc, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas seulement la teneur en eau ne définit pas forcément la bonne conservation ou non des bois. Et pour l'échantillon E, qui était déjà arrivé avec une teneur en eau assez basse sur la parcelle, on observe que la teneur en eau est très élevée en son centre. C'est d'ailleurs le seul tronçon qui ne possédait pas d'écorce. Donc on a à la fois une double validation du fait aussi que l'écorce est très important dans le processus. Elle va pouvoir justement permettre de faire comme un isolant et de maintenir la teneur en eau des bois. Donc ça, c'est pour les résultats de la teneur en eau. Ensuite, on a décidé donc de classer visuellement selon la norme NFB 5201 et mécaniquement en 4 points selon la 408 les échantillons que nous avions prélevés. Donc on a calculé la masse volumique, le module à rupture et le module d'élasticité des bois. Pour la masse volumique, on obtient des valeurs qui sont assez correctes dans le sens où elles sont pas déclassantes par rapport à ce qu'on avait trouvé de classement visuel. Pour le module à rupture, il est légèrement moins concluant que la masse volumique. Par contre, pour le classement de module d'élasticité, l'ensemble des bois ont été exclus. Donc ça nous a un peu alerté puisque le classement, peut-être que, oui, pour resituer le classement visuel en fonction des défauts du bois, permet de définir une classe de résistance qui après va être utilisée pour l'emploi en sculpture ou en charpente ou autre.
Et ça se base du coup sur 3 critères, le masse volumique, le module à rupture et le module d'élasticité. Et sauf qu'on obtient du coup des résultats avec le classement visuel qui ne sont pas corrélés avec le classement mécanique, puisque l'ensemble des bois ont été exclus suite à des modules d'élasticité trop faibles. On a quand même une moyenne de modules d'élasticité aux alentours des 5000 mégapascales. Or, pour obtenir du C30, qui est une classe assez importante et qui permet de faire des éléments assez résistants, on a besoin justement d'un module d'élasticité aux alentours des 11 000 mégapascales. Donc suite à ça, on a décidé quand même de corréler ces résultats avec une méthode par analyse vibratoire. Donc cette méthode-là, elle est plus adaptée pour les grandes pièces, là, du fait que les pièces avaient été débitées, plutôt détruites par la structure, par le classement mécanique. Nous avons décidé donc de faire des pièces de 50 cm de long. Et nous avons testé, donc c'est avec un appareil de la marque Inodura. Donc c'est les résultats qu'on a pu obtenir, c'est que c'est relativement corrélé aux résultats qu'on a obtenus par la flexion 4 points, à l'exception de quelques pièces qui ont quand même des classements assez probables, comme C18 ou C30. Et donc ça nous amène à l'hypothèse. Ces essais sont représentatifs peu représentatifs du fait qu'il y a seulement 15 éprouvettes qui ont été testées. Mais nous avons quand même été un peu alertés à ce sujet-là. Et donc, dans un second temps, on aimerait bien continuer un peu l'étude et de voir justement s'il est possible de faire sur un lot venant d'une même parcelle des essais mécaniques, destructifs et vibratoires pour des bois arrosés et d'autres frais de sillage venant de la même parcelle. Et on pourra vraiment conclure sur le fait si les bois arrosés possèdent un module d'élasticité plus faible. Pour l'instant, les essais qu'on a faits sont pas assez représentatifs et on aurait besoin justement de continuer dans ce sens-là. Donc maintenant, pour revenir un peu sur ce qui a été dit et pour confirmer ce qui a été vu dans la littérature, il est important d'enlever les bois très vite sur coupe, justement pour éviter la contamination et pour éviter de perdre de l'humidité interne de la grume. C'est possible de travailler en cycle d'arrosage, puisqu'on a vu les bois, il n'y avait aucune différence entre les bois qui avaient été arrosés la nuit et d'autres qui n'ont pas été arrosés la nuit. On peut vérifier aussi éventuellement si vous avez des plateformes d'aspersion, vous pouvez vérifier par prélèvement de la matière si la teneur en eau est assez élevée, puisque ça reste quand même le critère le plus simple à mesurer aujourd'hui. Pour les bois secs, je vous parlais tout à l'heure des bois scolités. S'il était possible de les conserver pour arrosage, j'aurais tendance à dire non, du fait que les bois secs auront forcément des humidités internes inférieures au 100% et qui va être compliqué, voire impossible de remouiller un bois. En fait, la conservation par aspersion, elle a tendance plutôt à maintenir la teneur qu'à remouiller le bois. Pour arrêter l'arrosage en dessous de 10 degrés, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on a vu qu'après 3 mois, la teneur en eau n'avait pas bougé, elle était restée la même. Et enfin, oui, un résultat qu'on s'était pas forcément préparé, mais il est important qu'une fois que les bois sont sciés, justement, ils soient séchés et traités. Donc voilà, j'ai juste une note à préciser, c'est que cette expérimentation, elle a été faite sur une échelle réduite. Vous avez vu les grumes. Généralement, on est plutôt sur des tas de 5 mètres de haut maximum. Il y a peut-être nécessité de réadapter l'arrosage, c'est-à-dire en termes de volume et en termes de durée, pour justement, si vous voulez faire des arrêts comme on a fait dans cette expérimentation.
Juste ici, je vous ai remis une bibliographie qui justement reprend les grandes études à ce sujet concernant la conservation par aspersion. Et si jamais, je ne sais pas combien de temps, il est 12h30, on va avoir le temps d'échanger pour vos questions. Mais si jamais, vous avez ici mon adresse mail et le téléphone de Seriebois auquel vous pouvez m'appeler si vous avez des questions supplémentaires qui vous viennent après ce webinaire. Je vous remercie. Merci Paul pour la présentation de ces résultats d'expérimentation. Pour ceux qui souhaitent poser des questions, vous pouvez utiliser l'outil lever la main. Je ne vois pas de questions dans la conversation écrite, ou rallumer directement vos micros. On n'est pas trop nombreux, on devrait pouvoir faire comme cela. Est-ce qu'il y a des premières questions ? Qui arrive. Sinon, moi, j'en ai une pour préciser un des premiers résultats qui a été trouvé, l'apparition d'agents de bleuissement qui est rapide sur ces bois sciés après arrosage. Est-ce que vous avez pu le quantifier en nombre de jours en moyenne? Alors, ça a été fait, moi, j'étais pas sur place, mais les bois, ils ont été sciés à la scierie blanc. D'ailleurs, c'est la scierie blanc qui nous a mis à disposition les bois. En à peine 2 semaines, il y a eu l'apparition d'agents de bleuissement. Et quand j'ai pu leur demander si c'était normal de voir ça, ils m'ont justement confirmé qu'ils étaient surpris eux-mêmes parce que ce cas-là n'arrivait pas avec des bois frais, des bois verts, si à l'état vert. D'accord, merci pour la précision. Monsieur Blondeau, je peux vous laisser allumer votre micro et poser votre question. Merci. Merci pour la présentation. En fait, j'ai 2 questions. Est-ce que vous avez étudié, alors déjà une première méthodo, est-ce que votre eau, vous aviez un système de recyclage, c'est-à-dire est-ce que vous réutilisiez de l'eau ou c'était de la pure aspersion et ensuite ça partait Ouais, non, c'était de la pure aspersion là. D'accord. Et est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un effet sur le fait d'utiliser de l'eau en recyclage? Oui, il y a eu ce cas-là sur le hêtre. Alors, j'ai pas pu creuser ce sujet-là, mais sur le hêtre, en effet, il y a des problèmes de recyclage de l'eau, de contrôler la température de l'eau pour éviter qu'il y ait la prolifération d'agents de dégradation. Donc ça, c'est assez. En fait, cette étude-là, on a répondu sur le fait qu'on pouvait déjà arrêter l'arrosage, faire des économies d'eau de manière assez simple, mais l'objectif après cette étude, c'est de justement reproposer une étude cette fois-ci de l'ordre un peu plus de recherche pour accompagner sur ces sujets, par exemple de recyclage d'eau, savoir l'impact que ça a de recycler l'eau sur la conservation du bois. D'accord, merci. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez observé les questions de fissures dans les bois? Ouais. Est-ce que... Ouais, non, on n'en a pas eu. Non. Les bois étaient relativement, il y avait toujours une fine couche d'eau sur les bois, que ce soit sur les surfaces, parce que les faces étaient arrosées avec une buse inférieure qui venait vraiment balayer tout l'arrosage des faces, et le dessus était couvert d'eau. Donc on a toujours eu un maintien de l'eau qui a fait que le bois il a très peu diminué en termes de teneur en eau. D'accord, donc il n'y a pas de vous avez pas, ouais, il n'y a pas eu pas de fissure, pas de tout ça, non. Non, l'ensoleillement trop fort, du séchage superficiel, non, ok. Donc les bois sont globalement visuellement de restent de bonne qualité après. C'est ça. D'accord. C'est ça, que ce soit au niveau des agents de dégradation ou au niveau des fissures ou autres, on n'a pas eu ce problème-là. Ok, ben, merci. Merci à vous pour ces questions. En attendant qu'une autre main se lève ou qu'un un autre micro s'ouvre pour poursuivre sur ce sujet de la météo. Donc, vous avez noté que l'effet de la pluviométrie des températures basses a été non corrélé, en tout cas par cette expérimentation, à un arrêt possible de l'arrosage.
À l'inverse, est-ce que l'effet température très élevée ou vent fort, sécheresse prolongée pendant quelques jours, est-ce qu'il y a eu des mesures ou des corrélations sur ces phénomènes météorologiques et sur le besoin d'arrosage? Sur comment ça, je suis pas sûr de bien comprendre ta question. Savoir si ça avait un impact sur Oui, l'arrosage. oui, oui, Ouais, sur les c'est vraiment besoins sur la. de quantité d'eau à amener pour Mhm. garder les bois avec une teneur en eau suffisante. Et c'est compliqué à répondre parce que je pense qu'il y a une grande inertie dans les grumes, ce qui fait que sur l'instant T, on le remarque pas forcément. Par contre, dans un second temps, en fait, la méthode pour moi, elle vise vraiment le maintien de la teneur en eau. Et une Mhm. fois que la teneur en eau plus ou moins diminue, c'est compliqué de récupérer la teneur en eau initiale. C'est ce qu'on voit sur un des tronçons dans lequel on prélevait régulièrement. C'est que le bois était déjà arrivé à un état assez sec et qu'au cours de l'expérimentation, ça a toujours été le plus sec de l'expérimentation. On n'a pas pu Il n'a jamais repris en humidité jamais repris suffisamment en malgré ligne. l'arrosage comme les autres grumes. C'est ça, Ok. c'est ça. Hmm. D'accord. Euh, je vois qu'il y a une autre main levée, donc je vous laisse allumer votre micro également pour intervenir. Alors moi, je peux pas ouvrir votre micro. Par contre, c'est la main levée, c'est Robin. Oui. Je peux pas Vous l'ouvrir à m'entendez? votre place. Ah, c'est bon, on vous entend là. Oui. Oui, bonjour. Merci pour votre webinaire. J'avais une question par rapport à l'état de l'art. Est-ce que vous avez un petit peu regardé ce qui se fait en Finlande ou dans d'autres pays? Je pense à l'épicéa et le sapin où on achète énormément de résine là-haut. Mhm. Alors, ils arrosent les bois. Ça vient des États-Unis, mais eux arrosent aussi les bois. Ils recyclent les bois. Après, je n'ai pas trouvé d'informations supplémentaires sur l'économie d'eau. En fait, ce qu'on peut retrouver dans les études, c'est que il est possible d'arrêter d'arroser par alternance, mais sans non plus de précision. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci. Parfait. Il y a Mathieu qui a une question, je crois. Oui, Oui, allez-y. bonjour. Bonjour. Merci. Alors, je sais que c'était pas l'objet, hein, ça faisait pas partie des facteurs testés, mais dans la biblio, il y a peut-être des choses. Est-ce que le type d'aspersion, de procédé d'aspersion, pourrait avoir une influence sur la conservation? Je pense, voilà, peut-être à des rampes surplombantes plutôt que voilà des asperceurs comme ceux qui ont été utilisés dans le cadre de l'expérimentation ou de la micro-gouttelette ou enfin, d'autres choses de ce type-là. Est-ce que ça a déjà été testé? Alors non, ça n'a pas été testé à ma connaissance. Il y a une problématique qui se fait généralement dans le cadre des plateformes d'aspersion, c'est que elles sont soumises plus ou moins au vent et que si la taille de la goutte est importante pour qu'elle parvienne au bois. S'il y a des coups de vent et qu'on fait de la micro-aspersion, il y a des risques justement que l'eau ne parvienne pas au niveau de la surface de la grume et qui du coup ne marcherait pas, ne mouillerait pas les bois. Donc à ce sujet-là, éventuellement en milieu clos, peut-être on peut y réfléchir à faire comme on peut voir des serres ou autres avec des rampes de micro-aspersion. Mais là, dans le cadre de vraiment, l'objectif de l'étude, c'était de montrer avec les technologies qu'on sait faire actuellement qu'on pouvait réduire la consommation en eau. Il était compliqué de montrer, de faire par micro-aspersion, sachant que forcément, quand les bois sont dans le milieu extérieur, on a des conditions climatiques du vent qui fait que
que l'arrosage est plus ou moins balayé, que l'eau du moins est plus ou moins balayée. Ok, merci. Monsieur Sauva, si vous voulez poser votre question, allez-y. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Oui, tout à fait, bonjour. Bonjour Paul, merci Bonjour. pour la présentation. J'ai une question et ensuite quelques petites remarques de labo. Alors la première question, ça concerne plutôt les sapins, qu'on dit parfois sujet à la présence de poches d'eau dans le duramen, mais a priori dans votre échantillonnage, là, vous n'en avez pas trouvé, c'est ça? Alors là, on est sur on avait deux sujets qui possédaient du duramen avec des teneurs en eau très élevées, des duramens proches des 100% comme on trouvait dans l'aubier. Il était d'ailleurs impossible de faire la différenciation par la masse volumique de l'aubier et du duramen sur ces échantillons-là. Ok. Je ne saurais dire si c'est une poche d'eau ou si c'est sachant que les poches d'eau sont quand même importantes dans le sapin et peuvent s'étendre sur de grandes longueurs dans la grume. Mais je ne saurais dire aujourd'hui si c'est une poche d'eau. En tout cas, on avait quand même ce critère où il y a 2 échantillons de sapin qui avaient des duramens très élevés. Ok, alors si j'en viens à la préparation des éprouvettes mécaniques pour les tests en friction, c'est passé assez vite, j'ai pas eu le temps de trop voir, mais les humidités étaient en majorité aux alentours des 13-14%, Ouais, mais il y a eu avait quelques gros- échantillons qui étaient beaucoup plus élevés. C'est Est-ce que ça. ceux-là, vous les avez localisés comme venant potentiellement d'une poche d'eau? Alors que venait Il y a une potentiellement, localisation? je vais revenir sur Oui, c'est là. ouais, C'est là, ouais, ouais. on en Par a, exemple, le H1, c'est qu'est-ce que ça doit ça. être, le C1. C'est ça. Donc, éventuellement, oui, c'est des poches d'eau. En plus, ils sont situés en bas de grume. C1, C2, c'est en fonction du niveau dans la grume, donc des billons de 5 mètres. On sait que les poches d'eau sont majoritaires en bas de la grume. Oui, c'est sûrement des poches d'eau, oui. Mais on s'est pas trop focalisé dessus du fait que bon, on a corrélé quand même la masse volumique, on l'a réadapté. Mais il n'y avait pas que ces échantillons-là, par exemple, si on prend le module d'élasticité, qui avait des valeurs de modules très faibles, quoi. C'est ça qui nous a alerté, parce que, en effet, si on avait que ces échantillons-là, on se serait posé la question, ça vient sûrement de la teneur en eau du bois, Ok. de la pièce du bois. Là, effectivement, là, pour être sûr, les modules que vous avez obtenus sont bien des modules qui sont pour les valeurs de teneur en eau affichées dans le tableau. Oui, 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 donc il y a un problème quelque part. c'est ça. Ouais. Ok. Ok. Et juste une petite remarque, effectivement, quand on veut recharger un bois en eau libre au-delà du PSF, ça se fait pas sans mettre de la pression, quoi. Donc C'est ça. une simple aspersion ne fera jamais remonter une humidité en eau libre Là, c'est ça, oui. d'une grume. Ok. Bah, Et c'est Ok. le point de saturation des fibres, juste, Oui. je me permets un Pardon. sous-titrage. Merci. 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 En effet, oui, tu as raison. Dans le cadre où on veut vraiment rendre un bois à 100% teneur en eau, on a des besoins de faire des cycles pression-dépression au laboratoire pour justement faire en sorte que l'eau pénètre correctement dans le bois. Donc cette Pardon, expérimentation traduit quelque chose dont on pouvait se douter effectivement sur ce sujet, que quand on passe en dessous, un taux d'humidité en dessous de ce point de saturation des fibres, il n'est pas possible par arrosage uniquement de retrouver une humidité au-dessus de ce point de saturation. Même au-dessus, parce que le point de saturation des fibres, c'est 30%, et même au-dessus, là, en général, on est sur des valeurs proches de 50% pour le plus bas. Même à 50%, on n'arrive pas à réhumidifier la grume, au final. j'ai une dernière question, pardon. Quel est le cycle de séchage ou le process de séchage que vous avez utilisé pour ramener les pièces à vos alentours des 13-15%? Bon, je pense que par ta question, je comprends. Pour le sapin, c'était des cycles sur l'épicéa. Et je veux pas te dire de bêtises, mais je C'est un crois que séchoir sous vide dans c'est cette séchoir cycle. sous vide, c'est ça. Ouais. C'était pas adapté pour les pièces de sapin qu'on a séchées. Mais le cycle déjà en lui-même et même le pressoir, c'est pas forcément le plus adapté. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question sur ces résultats?
Je vois pas de main levée ni de micro qui s'allume. Moi, j'en ai une ou plutôt une précision. Donc, au-delà du fait que ce webinaire est enregistré et qui sera prochainement disponible sur la chaîne YouTube de FIBO Auvergne-Rhône-Alpes, il est prévu une mise à disposition des résultats dans leur ensemble, déjà sous la forme d'un rapport qui sera aussi à disposition sur le site de Sériebois, sur le site de FIBO prochainement. Et puis par la production d'un petit support de communication un peu plus type poster qui reprendra les grands résultats et les grandes recommandations de cette expérimentation qui vous sera également mis à disposition. Et puis Paul, pour compléter, je peux te relaisser la parole. S'il y a une suite qui est prévue ou qui est discutée actuellement, ça peut être aussi intéressant pour vous, les professionnels et les acteurs qui sont autour de la caméra, de se manifester si vous voyez justement un intérêt à poursuivre ou à creuser sur certains sujets ce qui vous a été présenté. Oui, bien sûr, on réfléchit justement à proposer un projet plutôt de type recherche et sur l'ensemble des bois, parce que là, on était quand même focalisé sur l'épicéa et le sapin. Ce serait intéressant de voir notamment ces questions de hêtres qui sont avec le recyclage de l'eau et la température élevée qui peuvent être contaminés plus facilement et plein d'autres questions qui sont encore restées en suspens. On aimerait travailler là dans un temps très court parce que pour monter ce projet, on risque de prendre un peu de temps, mais dans un temps très court, on aimerait justement déjà vérifier ces caractéristiques, ces modules d'élasticité qui sont assez faibles et qui sont, si l'hypothèse s'avère vraie, qui serait un peu plus problématique. Parce que ça veut dire que le bois arrosé serait vendu avec des classes, mais qui ne le serait pas forcément. Donc voilà, donc on aimerait dans un temps très court déjà répondre à ces questions. Et par la suite, oui, ce serait intéressant si vous, industriels ou autres personnes, souhaitez collaborer dans un projet, ce serait intéressant qu'on échange à ce sujet-là, au sujet des problématiques que vous avez au quotidien. Je peux donner la parole à l'entreprise Good Solar. Je vois que vous avez levé la main. N'hésitez pas à allumer votre micro. Je peux pas ouvrir votre micro à votre place, mais normalement, là, on ne vous entend pas. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à accéder à la fonction microphone. On ne vous entend pas et votre micro est toujours coupé. Si jamais vous n'y arrivez vraiment pas, vous pouvez passer par l'outil conversation pour intervenir. Et sinon, me rappeler ultérieurement si ça fonctionne vraiment pas. Là, pour l'instant, je vois pas de solution. Ah, mais comme tu as dit, Anaïs, du coup, il va y avoir le rapport qui va être publié sur le site internet de Sériebois et sur le site de FIBO Aura aussi. Et justement, suite à ça, parce que là, la présentation a été assez courte, suite à ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous ai remis les coordonnées excusez-moi. Hop, juste ici, vous avez les coordonnées, mes coordonnées. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à m'appeler. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Alors, pour répondre à la délai de publication des rapports, oui, je te laisse la main. Normalement, nous devrions aujourd'hui faire paraître le rapport sur notre site. Et après, en termes de communication, du support et autres, ça, c'est Anaïs, c'est toi qui vois, qui gère. Donc, je sais pas, je pense que ce sera assez rapide aussi. Semaine prochaine, la mise en ligne du replay, effectivement. Très bien. Bien, merci encore Paul, merci à tous pour votre écoute attentive et votre participation. Encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous, que ce soit directement Sériebois ou à la vers FIBO Auvergne-Rhône-Alpes. Ah, je crois qu'Anaïs, ça a été coupé.
Ou c'est moi? Je vous souhaite simplement une bonne journée, une bonne fin de Ok. semaine. Très bien. Et je vous dis au revoir. Merci à vous tous. Au revoir.